Bonjour tout le monde, je suis dans ma liste de vidéos pour expliquer mon cahier de laboratoire. Je saute maintenant par-dessus démarche diagramme et démarche graphique parce que il y a des vidéos associées déjà faites que vous pouvez trouver à partir de Moodle dans la liste de vidéos pour l'utilisation d'Excel. Ça ressemble à ceci. Vous pouvez trouver les mêmes vidéos avec un peu plus de description de ce qu'il y a dans chaque vidéo sur le site du département de physique du collège, donc physique.clg.qc.ca, et vous avez l'onglet vidéo Excel. Donc, un petit peu plus de description ici de ce qu'il y a dans chacune des vidéos. Donc, pour mon cahier de laboratoire, je saute aussi par-dessus exemple incertitude. Je vais revenir quand je vais parler du document d'incertitude et je m'en vais à exigence de rapport de laboratoire, qui est, je dirais, le gros document vraiment. Donc, c'est un gros document, je venais de le dire, je le dis même ici directement. Mon comportement comporte beaucoup de sous-questions. Le but de ça, c'est que vous n'ayez pas à écrire beaucoup de textes en réponse ou pour décrire chacun des éléments que je vous demande. Chaque point devrait se faire presque en une ou deux phrases, quelque chose comme ça, un petit peu plus, par exemple, pour les manipulations. Mais vraiment, le but, c'est pas qu'il y ait une demi-page par point. En tant que tel, les numéros devraient ressembler à vos paragraphes, tels que mentionnés ici. Donc, quand vous êtes en train d'écrire vos rapports de laboratoire, assurez-vous de bien répondre à la question posée et non à autre chose que vous auriez eu le goût de me dire. Et d'être aussi direct que possible. La concision est une des qualités principales à un document technique comme un rapport de laboratoire. Dites-vous qu'un jour, vous aurez à lire des rapports de laboratoire, des documents techniques, scientifiques, des articles scientifiques pour peut-être que vous en avez déjà à lire avec un de vos cours qui vous demanderait de faire un petit peu plus de recherche documentaire. Donc, le but, c'est que ces documents-là soient aussi, en fait, que ce soit possible, aussi efficacement que possible, je me répète, d'aller chercher l'information que vous voulez dans un document. On ne veut pas de flafla, on ne veut pas redire plusieurs fois la même chose. Donc, une fois de temps en temps, je vois des en d'autres mots. Dites-le moi comme il faut la première fois et une seule fois. Le but, c'est pas de faire des belles tournures de phrases avec des inversions de phrases qu'il faut relire 3 fois pour être sûr qu'est-ce qui est le sujet de quoi, puis de remettre en contexte avec le complément inversé ou des choses comme ça. Pas de métaphore. Le but, c'est d'être aussi direct que possible, que quelqu'un qui cherche de l'information soit capable de trouver aussi rapidement que possible l'information qu'il cherche. Que les phrases puissent se lire une fois et être comprises tout de suite. S'il faut relire 2 ou 3 fois la même phrase, probablement qu'elle pourrait être écrite différemment ou séparée en plusieurs phrases plus petites. Aucun problème. Donc, toujours des bonnes choses à faire. C'est pas facile si vous êtes habitué d'écrire avec un style littéraire qui est la majorité des textes que vous écrivez, c'est pour vos cours de français, donc c'est beaucoup plus littéraire. C'est pas nécessairement facile de passer à un style technique très, très, très direct. Ça vaut la peine de faire l'effort de s'auto-éditer et ce n'est pas facile de prendre son texte tel qu'on l'a écrit et de dire OK, finalement, ben, telle phrase ajoute rien au texte. Donc, je peux l'enlever. Ça peut être difficile si vous n'avez pas l'habitude, si vous aimez écrire des grands textes, des beaux textes, je dirais. C'est pas le même but. Donc, il faut s'habituer à écrire pour le but du document qu'on est en train d'écrire. Je change un petit peu de point de vue, donc pas tant par rapport au style que par rapport au contenu. Si vous me faites un rapport de laboratoire sur une expérience qui n'a clairement, vraiment pas fonctionné, ou en tout cas, peut-être que l'expérience a fonctionné, mais que vos calculs n'ont pas fonctionné par après. Donc, un rapport de laboratoire avec des résultats aberrants. J'ai une pénalité minimale de 25%. Et je fais en sorte que ce soit une pénalité qui est très sévère. Donc, imaginez là, vous auriez pu avoir 80%, vous vous retrouvez avec 55%. Parce que je ne veux pas donner cette pénalité-là. Mon but, ce n'est pas de pénaliser quelqu'un à 25%. Mon but, c'est que cette équipe-là se rende compte que son rapport n'a pas d'allure et que ça vaut plus la peine de prendre une journée de plus, d'avoir un 10% de pénalité de retard pour prendre le temps de me consulter, qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui n'a pas bien été dans les calculs, c'est habituellement le cas, ou peut-être une valeur qui a mal été mesurée, des fois c'est juste une virgule pas bien placée puis vous vous en rendez pas compte.
pour que vous puissiez faire votre rapport de laboratoire sur une expérience qui vaut la peine d'être analysée. Parce que vous n'apprendrez pas grand-chose, vous n'apprendrez pas à bien formuler un texte si tout ce que vous vous retrouvez à dire, c'est « ouais, ça n'a vraiment pas marché ». Puis moi, ça ne me tente pas de passer beaucoup de temps à corriger un texte qui dit « ouais, ça n'a vraiment pas marché ». Parce que personne n'est en train d'être vraiment productif ou d'apprendre vraiment quoi que ce soit dans ce contexte-là. Mon but, c'est de corriger des rapports de laboratoire où vous avez appris quelque chose dans l'expérience autant que dans la rédaction du rapport de laboratoire, de l'analyse de l'expérience. Donc, si vous me faites un rapport sur du n'importe quoi, la pénalité va être très, très, très sévère. Puis je dis vraiment minimal, ça m'est dû arriver d'en enlever plus que ça si c'était très, très, très évident que vos valeurs ne pouvaient pas avoir de sens. Des fois, on me demande qu'est-ce que c'est des résultats aberrants. Honnêtement, ça arrive qu'on ait des écarts relatifs autour de 15%. Donc, quelque chose qui ne serait pas nécessairement bon, mais qui n'est pas complètement ridicule, même jusqu'à 20%, on pourrait dire que ce n'est pas si ridicule que ça. Si vous commencez à avoir un écart relatif de 50%, déjà là, ça veut dire qu'une valeur est le double que de l'autre. Ça n'a pas de sens, rendu là. Quelque part entre les deux, en cas de doute, vous pouvez toujours vérifier avec moi si c'est possible pour cette expérience-là d'avoir obtenu telle ou telle valeur. D'habitude, je connais pas mal les ordres de grandeur de valeurs ou d'écart relatifs possibles pour chaque expérience. Donc, c'est des petits détails de présentation. J'y tiens quand même. Interligne de 1.5 pour me donner de la place pour corriger, entre autres. Le reste par rapport à PDF pour corriger aussi. Numéro 1 à 19, c'est pour la lecture facile du texte, des choses comme ça. Donc, ensuite, le contenu lui-même du rapport de laboratoire. Donc, l'introduction, je ne veux pas que ça commence avec une introduction historique du concept qu'on est en train d'étudier. Je veux vraiment que l'introduction commence avec l'expérience. On introduit l'expérience, vous n'introduisez pas la théorie du cours. Donc, quel principe théorique est-ce qu'on a vu en classe qu'on cherche à valider dans l'expérience? Ça peut être un phénomène, ça se peut que ça aille par rapport à des équations. Autant que possible, on essaie de ne pas les mettre en formule, mais plutôt en mots. Ça se peut que ce soit un ensemble d'équations. Je peux parler de l'ensemble des équations de la cinématique de MRUA, par exemple, quelque chose comme ça. Mais le but, ce n'est pas de citer une liste d'équations, c'est d'aller parler du concept qu'on est en train d'étudier, mais de relier ça un petit peu aux équations qu'on a vues en classe qui décrivent ce concept. Ensuite, dans quel contexte est-ce qu'on est en train de vérifier ça? Quelle expérience est-ce qu'on réalise pour étudier les principes? Le but ici, ce n'est pas de faire des manipulations, d'écrire les manipulations détaillées de l'expérience, mais c'est sur quel montage. Par exemple, si je suis en train d'étudier un circuit, est-ce que je suis en train d'étudier le circuit d'une radio, le circuit d'un téléphone, le circuit d'une résistance quelconque, de plusieurs résistances, d'une ampoule, d'un grille-pain. Donc, l'objet au cœur d'expérience. Ça peut être l'objet ou le phénomène. Des fois, ça se peut que ça se recoupe un petit peu ces deux-là dans le cadre du cours d'électricité et magnétisme parce que si j'étudie par exemple le fonctionnement d'une pile, c'est la pile qui fournit le courant qui me sert à l'étudier. Des fois, ça peut se recouper, des fois, ça va être des éléments différents quand même. Identifier les quantités physiques mesurées. Donc, sans parler des manipulations exactes, est-ce qu'on est en train de mesurer du courant? Est-ce qu'on est en train de mesurer des différences de potentiel, des hauteurs de quelque chose? Est-ce qu'on est en train de mesurer directement un champ électrique? Donc, les quantités physiques qui vont être mesurées. Après ça, à quoi on s'attend pour nous permettre de dire que les principes théoriques qu'on étudie, c'est le but du labo en tant que tel, de valider les principes théoriques. Donc, à quel résultat on s'attend pour être capable de dire que notre expérience appuie vraiment les principes théoriques? Donc, quel graphique est-ce qu'on va tracer? Et comment on identifie un graphique? C'est en expliquant bien les deux variables, donc dépendantes et indépendantes, donc avec les bonnes variables. Qu'est-ce qui est tracé en tant que tel? À quoi ça devrait ressembler? Linéaire, parabolique, est-ce qu'on le sait selon les équations théoriques qu'on a? Qu'est-ce qu'on va comparer comme valeur théorique et quel est le résultat attendu de cette comparaison? D'habitude, ça veut dire qu'on s'attend à ce que la valeur expérimentale concorde avec la valeur théorique, puis c'est pas plus compliqué que ça. Une fois de temps en temps, pour avoir des exceptions à ça, il y en a une qui s'en vient plus tard dans la session. Ensuite, expérience. Donc, ça me prend un schéma expérimental. Très souvent, en électricité et magnétisme, c'est très, très simple. Il n'y a pas grand-chose de différent du schéma qui est déjà dans mon cahier de laboratoire.
Identification des éléments, ça se peut que je demande d'identifier un petit peu plus que ce que moi j'ai fait. Parce qu'en tant que tel, je ne vais pas nécessairement tout donner directement. Manipulation, je veux que vous me décriviez le montage. Donc, pas de on fait le montage du schéma ci-dessus. Le texte d'un rapport de laboratoire devrait être suffisant sans les montages, donc sans les schémas. Les schémas et les graphiques sont des aides visuelles pour bien comprendre ce qui se passe, mais je voudrais que le texte soit suffisant en tant que tel. Vous pouvez imaginer que c'est une personne aveugle qui va lire, consulter votre rapport de laboratoire et qui va faire passer ça dans un logiciel qui va juste lire le texte. Pour cette personne-là, on réalise le montage du schéma dans le schéma ci-dessus, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, le montage doit être décrit dans le texte aussi. Décrivez les mesures qui vont être prises, donc les prises de mesures. Et votre texte doit être une description des manipulations que vous avez faites au laboratoire. Ce n'est pas un protocole de laboratoire que vous écrivez pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça que je veux que vous écriviez mes rapports de laboratoire. Si un autre prof vous demande de faire un protocole, adaptez-vous à ce que votre prof vous demande. Donc, pour moi, je veux que vous expliquiez à votre lecteur ce que vous avez fait comme manipulation, ce qui est vraiment beaucoup plus comme ça que ça se passe dans un article scientifique. Ça veut dire que j'accepte les phrases au nous. J'accepte tout à fait les phrases écrites du point de vue des expérimentateurs, pas de phrases au je. Même si vous avez fait les manipulations finalement individuellement, vous écrivez au nom de l'équipe qui écrit le rapport de laboratoire. Donc, une phrase au nous, c'est correct. C'est mieux une phrase au nous bien écrite qu'une mauvaise phrase impersonnelle. Une mauvaise phrase impersonnelle, pour moi, c'est « il est important de ». Il fallait telle chose. Finalement, vous êtes en train d'écrire une phrase à l'infinitif en ayant ajouté un petit bout en avant pour pas que ce soit infinitif. Il est important de mesurer quelque chose. La vraie partie de la phrase, c'est mesurer quelque chose. Puis ça, c'est le protocole. C'est ça que je veux. Donc, nous avons mesuré. C'est préférable. De toute manière, tout est important. Vous n'avez pas le droit de rien oublier. Donc, il ne faut pas oublier de. Ça ne veut absolument rien dire. C'est des mots qui sont superflus dans le rapport de laboratoire et n'apportent aucune vraie information. À moins que vous soyez capable de dire qu'il y avait des manipulations qui n'étaient pas importantes dans le laboratoire, dans quel cas on ne les aurait pas faites. Donc, s'il n'y avait pas de manipulations pas importantes, il n'y a pas de manipulations qui sont importantes en tant que telles, ou ça mérite d'être mentionné. Donc, ces portions de phrases-là ne sont pas pertinentes, donc ça nuit à la concision du texte que j'avais mentionné comme étant un des critères principaux de comment écrire un rapport de laboratoire le plus concis, le plus direct possible. Les tableaux du fichier Excel, et là, je veux vraiment un copier-coller selon le format du fichier Excel parce que des fois, j'aime ça mettre les commentaires sur les calculs dans le rapport de laboratoire. Et dans ce cas-là, je veux vraiment avoir tous les tableaux tels que je les voyais dans le fichier Excel. En général, je vais corriger votre fichier Excel lui-même aussi. Donc, ça se peut que vos commentaires soient plus dans le fichier Excel lui-même. Mais ça se peut que je me rende compte de quelque chose une fois que je suis en train de corriger votre rapport au complet. Et là, je vais pouvoir encercler la case du fichier Excel en tant que tel. Donc, vraiment copier-coller tel quel. Je n'ai pas de critères de titre de figure, de numérotation de figure. C'est complètement un but pédagogique pour que je sois capable de vous mettre les commentaires que je veux. Ça, c'est la partie où je ne suis pas en train d'essayer de vous enseigner la version comment le faire dans un article scientifique. C'est la version. Donc, chaque prof a ses priorités. Ma priorité n'est pas dans la présentation de figures. Je veux juste mes fichiers Excel tels que je vous les donne pour être capable de mettre les commentaires dont j'ai besoin si j'en ai besoin. Pour le graphique Excel, je le veux en pleine page et en mode paysage. Et mode paysage, dans la mise en page, dans ma liste de vidéos Excel, j'en ai un où je l'explique et je vais vous montrer à quoi ça devrait ressembler. C'est un exemple que j'ai fait avec des textes, des messages de la session passée, donc ce n'est pas vos messages en tant que tels, mais ça devrait ressembler à ceci. Donc, je devrais avoir mon document PDF où le texte normal est en format portrait. Quand j'arrive au graphique, ça devrait être en format paysage pour cette page-là, en pleine page, mais là, je ne montre pas un graphique. Et ensuite, je reviens en mode portrait pour le reste de la discussion. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est possible à faire présentement. En tout cas, ça ne l'était pas en décembre dernier, je n'ai pas vérifié depuis. Et ça va dépendre de quand est-ce que vous regardez ceci, peut-être. Ce n'est pas quelque chose qui est possible présentement dans Google Docs. Donc, Google Docs n'a jamais été vraiment conçu comme étant un éditeur de traitement de texte.
Finalement, c'est tellement pratique de collaborer qu'ils ont fini par ajouter beaucoup d'options de mise en page. Celle-là, d'être capable de mettre une page ou une section seulement en format portrait ou paysage versus portrait n'est pas encore dans les fonctionnalités qu'ils ont ajoutées malgré que ce soit en demande. Donc, ce que vous aurez à faire, ça va être de prendre votre fichier Google Docs, si vous travaillez sur Google Docs, là, ce qui n'est pas nécessairement le cas, de le mettre dans un vrai éditeur de texte comme Word et d'aller jouer avec la mise en page rendue là, dans Word. Et c'est ça que j'explique dans mes vidéos de mise en page. Ensuite, dans la discussion, donc si je spécifie que je ne demande aucun calcul dans le rapport de laboratoire, je le regarde directement dans le fichier Excel, vous aurez à décrire le graphique. Donc, discuter du graphique, mais en premier, le décrire. Et là, je reviens à l'idée qu'il y avoir une personne aveugle qui veut consulter votre rapport de laboratoire et qui fait passer le tout dans un éditeur de texte, un lecteur de texte. Je ne veux pas juste que ce soit je veux pas qu'il y ait d'informations dans le graphique qui ne soient pas répétées dans le texte. Donc, vous devez me dire le graphique et de quoi en fonction de quoi, ce qui est la description de base du graphique. Ensuite, donner l'équation de la courbe de tendance qui a été tracée par Excel. Et dans Excel en tant que tel, dans le graphique, vous pouvez laisser Y et X comme variables. En fait, c'est souvent préférable parce que des fois, une fois qu'on a modifié la boîte de texte de l'équation puis du R carré d'une courbe de tendance, si on apporte d'autres modifications au calcul puis que les valeurs de pente tournée à l'origine changent, Excel ne fait plus la transition, ne fait plus l'ajustement. Donc, une fois que ça devient une boîte de texte, Excel ne l'ajuste plus au complet. Donc, dans Excel, à la limite, je préfère, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence, je préfère que vous laissiez Y et X tel quel. Par contre, une fois que c'est dans le texte, là, je veux que ce soit bien décrit, donc avec les bonnes variables pour remplacer Y et remplacer X de la courbe de tendance. L'analyse du graphique. Donc, c'est une chose qui était décrite plus en détail dans le document analyse. Donc, je vais vous parler du coefficient de R carré. Est-ce qu'il est suffisamment élevé? Mais là, mon critère était dans le document analyse. Pour un graphique linéaire, ça se peut que je vous demande de donner valeur de pente et d'ordonnée à l'origine avec les incertitudes unités correctement arrondies. Et ça se peut, selon le labo, que je vous demande des explications, des interprétations supplémentaires. Vous verrez dans le document spécifique à chaque laboratoire. Ensuite, analyse des résultats numériques. Donc, encore une fois, dans le document analyse, je mentionne comment parler de précision et d'exactitude des résultats. Donc, l'ordre que je veux, c'est en premier le diagramme de comparaison dans le rapport. Puis un diagramme, ce n'est pas un graphique. Un graphique, ça a deux axes, Y et X. Un diagramme, ça a juste un axe qui ne s'appelle pas nécessairement X, qui porte le nom des variables qu'on est en train de comparer. Donc, ça veut dire que lui, il n'y a pas à être en pleine page et en mode paysage. En fait, un diagramme de comparaison en pleine page, c'est horriblement laid, c'est beaucoup trop grand pour l'information qu'il y a dans le diagramme de comparaison. Donc, quelque chose de joli qui rentre bien dans le texte et lui doit avoir une légende. Donc, les valeurs comparées doivent être identifiées. Ensuite, je veux que vous décriviez l'exactitude des résultats. Donc, me dire le chevauchement, encore là, il ne faut pas que vous vous fiez au fait que la personne est capable de regarder le diagramme de comparaison. Pensez encore à ma personne aveugle ou juste qui aime consulter des articles scientifiques dans un podcast, donc qui ne serait pas nécessairement en train de le voir. Qui veut être capable de revoir cette information-là dans le texte en tant que tel. Donc, décrire le chevauchement, donner les corps relatifs et décrire la précision des résultats selon l'incertitude relative. Encore là, le document analyse va vous donner des critères par rapport à ça. Ensuite, on veut combiner l'analyse du graphique, la discussion du graphique et l'analyse des résultats numériques pour nous dire si dans l'ensemble, l'expérience appuie ou pas les principes théoriques étudiés dans le labo. Et comme je le mentionne aussi dans le document analyse, je vais vraiment formuler ça avec appuyer ou pas, ou partiellement s'il y a juste le graphique ou juste les résultats numériques qui fonctionnent. Parce qu'en fait, une expérience n'est pas suffisante pour confirmer ou infirmer des principes théoriques de physique qui sont établis depuis longtemps. Donc, votre expérience appuie ou n'appuie pas les principes théoriques. Et quand je dis les principes théoriques, ben ça s'adapte, ça s'exprime
précisément pour chacun des laboratoires. Je ne devrais pas voir les mots principes théoriques dans votre rapport de laboratoire. Ça devrait être la dynamique, la deuxième loi de Newton, la loi d'Ohm. Donc, vraiment des mots et non et quelque chose de très, très précis. Ça va encore une fois dans l'efficacité d'un rapport de laboratoire. On ne met pas de mots qui ne veulent rien dire. Principe théorique, si on n'est pas en train de dire lesquels, c'est comme des mots vides. On diminue au maximum on envoie au minimum le nombre de mots vides qu'on utilise. Donc, on redit de quoi on parle plutôt que juste dire principe théorique, qui n'est pas assez spécifique. Chaque phrase dans votre rapport de laboratoire devrait être spécifique à votre laboratoire. Si vous vous trouvez à prendre une section de votre rapport de laboratoire, de votre premier rapport, par exemple, puis la copier telle quelle dans le deuxième rapport de laboratoire, c'est parce que vos phrases ne sont pas assez spécifiques. Vous ne devriez pas être capable de prendre une phrase telle quelle dans un rapport puis de la copier dans l'autre. Si vous êtes capable de faire ça, votre phrase est un peu vide. Elle manque d'informations. Toute phrase devrait être appliquée à votre rapport de laboratoire que vous êtes en train de décrire présentement. Si vous êtes en train de me décrire des critères généraux de quand est-ce qu'une incertitude est bonne ou pas, je ne veux pas des phrases complètes qui s'adressent à ça. Vous allez me donner vraiment la valeur, me dire si elle est bonne ou pas à cause de tel critère, mais la phrase au complet ne devrait pas être juste le critère est telle chose. C'est un peu vague quand je dis comme ça critère, là, mais bref, si vous trouvez que vous pouvez copier une phrase d'un rapport de laboratoire à un autre, je la trouve trop générale, je ne la veux pas comme ça. Arrangez-vous pour qu'elle soit spécifique à chaque laboratoire. Ça peut être en la combinant avec une autre phrase. Donc, je spécifie pour la partie numérique, mais aussi d'intégrer analyse graphique à l'analyse des résultats numériques. Ensuite, sources d'incertitude et d'erreurs. Donc, les sources principales d'incertitude, on le fait pour chaque résultat comparé, donc le résultat théorique et le résultat expérimental aussi. Identifier les mesures qui sont utilisées pour calculer le résultat. Très souvent, la valeur théorique, c'est juste une mesure directe. Donc, il n'y a pas de calcul, mais il y a une mesure directe qui a été qui nous donne le résultat théorique. On identifie celle qui a la plus grande incertitude relative, donc dans les mesures utilisées, donc les valeurs qui ont été mesurées. Ça pourrait être des données en tant que telles que j'aurais fournies, qui viendraient d'un fabricant d'un appareil. Mais on veut avoir la plus grande incertitude relative dans les valeurs de base, pas dans quelque chose qu'on a calculé à partir d'autre chose, mais vraiment dans ce qui provient directement. C'est comme si on voulait subdiviser jusqu'aux atomes, quelque chose qui pourrait plus se faire subdiviser. Quelque chose qui ne provient pas d'un autre calcul, c'est ça qu'on veut quand je parle des mesures utilisées de base. Identifier l'instrument et la manipulation ayant mené à cette mesure. Des fois, parce que c'est la manipulation qui cause le plus d'incertitude. Souvent, dans le cas des appareils qu'on utilise en extrémagnétisme, il n'y a pas vraiment de manipulation particulière. Le voltmètre, il est branché ou il n'est pas branché. L'ampèremètre, il est branché ou il n'est pas branché. Ça, c'est peut-être plus dans un contexte un peu mécanique, des fois qu'on aligne des choses, quelque chose comme ça. On va voir éventuellement un chronomètre. Donc, il y a une manipulation associée à ça, un chronomètre déclenché à la main. Mais voltmètre, ampèremètre, ohmmètre, il n'y a pas grand-chose à dire. Et selon l'incertitude relative qu'on a identifiée, on me dit si cet instrument-là est adéquat ou non pour l'expérience. Est-ce qu'on aurait besoin de remplacer cet instrument-là pour être capable d'arriver à un laboratoire qui aurait une conclusion significative? Source d'erreur, c'est seulement à inclure si votre R carré de votre graphique est trop petit ou que les valeurs comparées ne se chevauchent pas, ou vous savez que vous avez fait une erreur. Des fois, ça se peut que je vous le dise. Votre valeur ne fonctionne pas, vous avez dû faire tel genre d'erreur, vous pourriez avoir à le mentionner, même si ça paraîtrait plus ou moins. Mais normalement, donc, source d'erreur, c'est quelque chose qui fait en sorte que votre labo ne fonctionne pas. Source d'incertitude, il y en a toujours. Il va y avoir un excellent laboratoire, il va quand même avoir des sources d'incertitude. Donc, ça, c'est toujours à mentionner. Source d'erreur, je distingue un petit peu, c'est quelque chose qui fait en sorte que le labo ne marche pas ou qu'on n'aurait pas considéré dans les incertitudes des instruments de mesure. Et à la limite, ça pourrait être une raison pour laquelle la théorie ne devrait pas s'appliquer directement. Donc, ça pourrait être un contexte vraiment négligé, par exemple. La source d'erreur, c'est d'avoir fait l'expérience sans tenir compte du fait que la loi ne s'appliquait pas sur une table où il y avait du frottement. Je pense que je n'ai pas d'exemple en tête directement pour électricité et magnétisme. La source d'erreur doit permettre d'expliquer le problème identifié. Donc, ça ne peut pas être quelque chose qui serait minuscule comme source d'erreur, puis qui
qui ne permettrait pas d'expliquer quelque chose. Ou encore, si on me dit une source d'erreur que vous avez faite tout le temps, peut-être que finalement, ça aurait donné le même graphique, mais juste comme un de plus haut, un de plus bas sur le graphique, mais finalement avec la même pente. Ça ne permettrait peut-être pas d'expliquer une erreur au niveau de la pente, quelque chose comme ça. Si vous avez vraiment des sources d'erreurs, ça peut valoir la peine de prendre quelques instants pour en parler avec moi pour que qu'on puisse regarder si c'est quelque chose qui est vraisemblable ou pas. Finalement, dans la conclusion, un résumé de l'expérience. Donc, on rappelle qu'est-ce qu'on est en train d'étudier et on rappelle qu'est-ce qu'on a obtenu. Est-ce qu'on a réussi à atteindre notre but d'appuyer les principes théoriques qu'on étudie. Et ensuite, une ouverture sur une prochaine expérience. Et là, les deux pistes de formulation d'ouverture, ça peut être une manière de prendre l'expérience qu'on a faite et de la pousser plus loin. Soit en allant mesurer d'autres paramètres pour le même montage, ou de faire différentes combinaisons des objets qu'on avait déjà utilisés. Ou ça peut être basé sur les sources d'erreurs, ça peut être une question de trouver un meilleur appareil pour prendre une certaine mesure. Si vous voulez me suggérer un appareil différent, ça ne peut pas être un appareil fictif théorique. Ça doit être un appareil que vous êtes capable de trouver qu'il existe sur Internet. Ça va être le plus facile pour trouver un appareil. Donc, vous devriez me suggérer un modèle d'appareil qui vous permettrait de dire que vous seriez capable de mesurer ce que vous avez à mesurer dans le cadre de l'expérience et que ce serait plus efficace, plus précis que l'appareil qu'on a utilisé au laboratoire. Donc, je ne vais pas juste dire on pourrait avoir un meilleur voltmètre. Quel voltmètre serait meilleur? Pourquoi? Quelle échelle de voltmètre serait meilleure, par exemple, pour mesurer ce qu'on a mesuré? Encore une fois, je veux que ce soit appliqué au laboratoire. Je ne veux pas d'une source d'erreur qui serait juste comme ou une amélioration qui serait juste comme fictive, théorique. Peut-être qu'il existe quelque chose qui pourrait mieux le faire. Ou la pire chose pour moi, c'est un appareil qui prendrait toutes les mesures automatiquement. Ça ne veut rien dire, un appareil qui prendrait toutes les mesures automatiquement. Donc, trouvez-moi quel appareil serait capable de peut-être synchroniser certaines mesures. Je ne dis pas que ça ne se peut pas. Mais je ne veux pas que ce soit juste un appareil fictif. Il faut que vous trouviez quelque chose qui serait réellement capable de faire l'amélioration que vous êtes en train de suggérer. Ça couvre mes exigences générales pour tous les rapports de laboratoire. À chaque laboratoire, je vais vous donner une liste en fait, de ces points-là. Donc, vous ne ferez probablement pas tous les points à chacun des labos. Et ça se peut que je mette certaines précisions, par exemple. Ici, je disais que ça se pourrait qu'il y ait des explications supplémentaires qui soient demandées pour un certain document. Peut-être aussi pour les résultats numériques, possiblement. Et c'est vraiment surtout par rapport au graphique que ça se produit. Donc, quand même, à chaque fois, lisez le document spécifique au rapport du labo de l'expérience que vous faites parce qu'il peut y avoir certaines modifications.